Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Dessous du Tarot. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons explorer les oracles. Qu'est-ce qu'un oracle et est-ce que le tarot est un oracle? Aussi, nous allons examiner deux jeux un peu particuliers, le grand Lenormand et le petit Lenormand. Ils peuvent sembler difficiles à classer, mais nous allons tenter l'exercice. Aussi, à la fin, je vais vous proposer un récapitulatif de l'ensemble des caractéristiques que l'on peut se donner comme base de référence pour reconnaître si on a bien affaire à un tarot, à un oracle ou à des cartes à jouer destinées à la cartomancie. Alors c'est parti! Qu'est-ce qu'un oracle? Alors, pour débuter, on va définir le terme pour savoir de quoi on parle lorsqu'on parle d'oracle. Lorsqu'on consulte le petit Robert, on a plusieurs définitions qui nous sont proposées. La première définition fait référence à la période de l'Antiquité et on commence ainsi, c'est-à-dire réponse qu'une divinité donnait aux personnes qui la consultaient. Donc, les oracles consistaient en les prédictions, le message comme tel qui était délivré. Alors, on parle ici du quoi. Ensuite, on nous précise que ça peut être aussi la divinité ou son interprète, donc la personne ou du moins l'entité qui délivre le message. Alors, des synonymes pourraient être, par exemple, le devin, l'augure, le prophète. Alors, on parle ici du qui. Ensuite, on précise son sanctuaire. Alors, l'endroit où a lieu la prédiction. Et là, on nous donne l'exemple de l'oracle de Delphes qui fait référence ici au temple, donc au lieu dans la ville de Delphes. Alors, c'est ici le où. Finalement, j'attire votre attention sur la dernière définition, jeu de cartes illustrées utilisé pour la divination. Donc ici, on nous parle du moyen par lequel on peut accéder au message et c'est pour moi le comment. Et c'est cette dernière définition, évidemment, qui nous intéresse. Si on se réfère à cette définition, tout jeu de cartes, peu importe lequel, qui est utilisé à des fins de prédiction, pourrait être défini comme un oracle. Donc, que ce soit un tarot, des jeux de cartes à jouer standard, des cartes illustrées avec des mots-clés, peu importe, si c'est l'utilisation qui en est faite, qui est une utilisation divinatoire, on pourrait dire que le jeu de cartes est un oracle. Cependant, ça ne peut pas être aussi simple, puisque dans le portrait des jeux de cartes aujourd'hui qui sont utilisés, on ne se restreint pas seulement à la divination. Et on a aussi beaucoup de jeux de cartes qui sont présentés comme des oracles et qui sont vraiment différents des tarots et des cartes à jouer standards. Et ces jeux de cartes me semblent former une catégorie en soi. Et c'est pourquoi je vous propose qu'on regarde les caractéristiques qu'on peut observer et qui sont similaires et qui nous permettent donc de voir les oracles tels qu'on va les définir comme une catégorie à part. Donc, dans les caractéristiques qu'on peut observer, c'est d'abord que le nombre de cartes est non déterminé. Alors, on peut retrouver des oracles de plusieurs cartes, de 80 cartes, 60 cartes, peu importe. On sait que dans le tarot, il faut avoir un minimum de 78 cartes. Et dans les cartes à jouer standard, bon, on part évidemment là, du référent de base de 52 cartes. Mais parfois, il y en a moins puisqu'on retire un certain nombre de cartes, mais quand même, le nombre de références est de 52 lorsqu'il est considéré comme complet.
Ensuite, on ne propose pas nécessairement une séquence, donc une numérotation des cartes. Il peut arriver qu'il y ait effectivement une numérotation, mais ce n'est pas obligatoire et il n'y a pas nécessairement de hiérarchie non plus. On sait que dans le tarot, on a la hiérarchie des arcanes majeures par rapport aux mineurs et aussi on a la hiérarchie des cartes de la cour par rapport aux cartes de la couleur, donc de la série. Et même chose pour les cartes à jouer où on a effectivement les cartes de la cour également, ainsi que les cartes numérotées de la couleur. Donc, on peut retrouver dans les oracles certains regroupements thématiques, certaines catégories, mais ce sera à ce moment-là une proposition du créateur. Donc, c'est très, très libre. Ensuite, chaque carte affiche typiquement un mot, une phrase clé qui propose une guidance, une réflexion, une leçon de vie. Et là, je dis typiquement parce que c'est pas obligatoire qu'il y ait une phrase ou un mot-clé, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et finalement, même si les oracles ont été créés au départ spécifiquement pour la cartomancie, ce qui est différent du tarot, qui lui était au départ un jeu pour jouer à un jeu de levée, et même chose pour les cartes à jouer standards qui, elles, étaient effectivement des cartes pour jouer à différents jeux et qui ont évolué l'une et l'autre vers l'usage pour la cartomancie. Donc, on peut effectivement reconnaître qu'il y a eu cette évolution historique, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, ça ne nous donne pas nécessairement un critère pour identifier qu'il s'agit bien d'un oracle, puisqu'on parle ici de l'évolution historique, donc l'origine des choses. Alors, ça ne peut pas être un critère, l'usage qu'on fait de ces cartes, puisqu'on peut les utiliser à des fins divinatoires ou non. Et c'est la même chose, c'est le même cas pour le tarot et les cartes à jouer. Du moins, c'est le portrait aujourd'hui que l'on peut observer. Alors maintenant, on va regarder quelques exemples d'oracles, ce qui va nous permettre de voir concrètement comment ces différentes caractéristiques se présentent et constater qu'effectivement, les oracles composent un autre groupe de cartes complètement différent des tarots et des cartes à jouer standards. Donc, je vais vous montrer un premier oracle qui a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'on va retrouver des cartes illustrant une image avec 3 catégories et pour chaque carte, un mot-clé ou une expression clé. Donc, je vous montre plus en détail. Alors, c'est un oracle qui s'appelle Clairvoyante et c'est un oracle littéraire. Je vous explique pourquoi. Donc, le projet qui est sous la direction de Audrey Wilhelmy rassemble différents auteurs et poétesses québécoises et chacune devait choisir donc 3 catégories, à savoir une figure, un lieu et un objet, et composer un texte autour de chacun de ces éléments. Puis, on a donc le recueil en tant que tel, et pour chacune des cartes, en plus du texte produit par l'auteur, on a une interprétation aussi qui a été composée. Donc, c'est un oracle qui présente, comme je le disais, 3 catégories et sinon, il n'y a pas nécessairement de numérotation ou d'hiérarchie. Et on a donc l'image qui est une scène photographiée par la très talentueuse photographe Justine Latour. Je vérifie son nom ici parce que ça mérite d'être nommé. Et donc, on a la scène et le mot-clé. Donc ici, la figure, c'est Chichi
Couchkouilleux. Donc, je m'excuse pour mon Ninou si je ne prononce pas bien. Je vous en montre quelques-unes. On a la survenante. Donc ça correspond pour les Québécois à une œuvre littéraire, le survenant. Donc, il y a quand même un lien culturel ici. La chasseresse. La muse. La louve. Donc, il y en a quelques-unes supplémentaires. Je vais aussi vous montrer les lieux, donc la catégorie lieux. Donc, encore une fois, même principe. On a l'image et le mot-clé, donc la rivière, le chemin, la nuit, la maison, la forêt, le lit, pour ne vous en montrer que quelques-unes. Et finalement, la catégorie des objets. Donc ici, on a le feu, le balai, les bottines, la fortune, les fauves, la flèche. Donc, c'est vraiment un bon exemple d'un oracle qui, comme je le disais, correspond aux caractéristiques de une image, un mot-clé et 3 catégories. Donc, le deuxième oracle que je souhaite vous présenter, c'est l'oracle Les Vertus du cœur, qui est une œuvre, donc une création de l'artiste peintre québécoise Julie Lesage. Et c'est un bon exemple de la liberté, en fait, de création que nous offre l'oracle, puisqu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de modèle de base à respecter. Alors, le jeu est composé de 48 cartes sur lesquelles figurent des vertus, des valeurs. Et comme pour l'oracle précédent, on a une image, un mot-clé. Donc, et chaque carte reproduit une œuvre de l'artiste. Donc ici, on a le discernement. Et en fait, c'est un mot-clé, mais il y a une phrase, du moins, soit un ensemble de mots-clés ou une phrase en dessous là, pour accompagner le mot-clé comme tel. Donc, discernement, empathie, équanimité, équilibre, féminin, joie, abondance, acceptation, altruisme. Donc, je ne vous les montre pas toutes, mais voilà un bon exemple d'un oracle au plus simple, donc qui ne propose pas de système particulier à assimiler. Donc, très, très facile d'accès. Alors, voici l'oracle Béline. Je souhaite vous le présenter parce que même si c'est un oracle qui date quand même des années 1960, il avait été édité par La Ducale et un petit peu plus tard par Grimaud. Il est encore une inspiration pour de nombreux oracles. Donc, si le créateur s'est effectivement basé sur l'oracle Béline pour proposer un oracle un petit peu à sa manière, vous aurez évidemment la mention Béline dans le titre. Alors, cet oracle est la création, en fait, de Marcel Béline, qui était un célèbre voyant là, du 20e siècle. Et puis,
en fait, le mythe un petit peu qu'il y a autour de l'origine de cet oracle et qui a été raconté par Marcel Bellin, c'est qu'il aurait trouvé en fait des anciens manuscrits et un jeu de tarot dans la résidence du mage Edmond, qui était un célèbre voyant du 19e siècle. Et que à partir de ce travail qui avait été fait par le mage Edmond, il aurait créé cet oracle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il a proposé des catégories, en fait, qui correspondent à des planètes. Là, quand je dis planète, il faut penser planète en astrologie, dans le sens où la Lune et le Soleil sont considérés comme des planètes dans l'astrologie, ce qui n'est pas la réalité en astronomie. Donc, voici un petit peu les catégorisations des différentes cartes proposées. Et pour chacune, donc, juste avant de vous montrer les catégories, vous allez avoir le symbole de la planète, une image, donc, qui représente, si on veut, le message de la carte comme telle. Et il y a une numérotation, on la voit pas très bien là sur la reproduction ici, là, mais le numéro se retrouve en haut à gauche complètement. Donc, on peut les placer en ordre. Donc, les premières cartes qui sont montrées ici complètement en haut à gauche sont sans influence planétaire. Il y a entre autres le consultant et la consultante qui proposent une carte pour chacun. Et il y a la carte de la clé. Ensuite, on a toute la série de cartes attribuées au Soleil. Ensuite, on a celles qui sont attribuées à la Lune. Ensuite, on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, en résumé, si on refait le tour des caractéristiques qu'on a identifiées pour le groupe des oracles, on a ici un nombre de cartes qui n'est pas nécessairement, qui ne correspond ni au tarot ni aux cartes à jouer. Ensuite, on a une numérotation des cartes, mais comme je disais, c'est pas obligatoire, mais ici, il y en a une qui est proposée. Il n'y a pas nécessairement d'hiérarchie, mais par contre, il y a une catégorisation selon les groupes planétaires avec des cartes sans influence. Et on a donc des images pour chaque carte, mais il faut évidemment se familiariser avec les définitions qui sont proposées par son créateur, puisqu'il n'y a pas de système de référence tel que celui du tarot ou des symboles des cartes à jouer standards. Et je souhaite vraiment vous présenter un dernier oracle, pas seulement parce que c'est mon préféré, mais aussi parce que je trouve qu'il est intéressant dans le sens où il est très simple. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, c'est vraiment des œuvres très, très élaborées, soit en photographie ou en peinture. Mais on a aussi des oracles qui proposent donc vraiment quelque chose de très simple au plan pictural. Et donc, je vous présente le Reclaim Oracle, qui est de Marion Constantin. Et donc, cet oracle n'est pas différent en termes de structure que celui des vertus du cœur que je vous ai montré tout à l'heure, dans le sens où il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de système, on a une simple image et un mot-clé. Donc, c'est très, très simple. Mais voilà, regardez comment, au plan pictural, on y va avec vraiment une image qui parle et qui n'est pas complexe du tout.
Donc ici, la revanche ou la vengeance. La connexion. Donc l'idée, c'est de présenter des émotions, des comportements, des sentiments. Donc c'est un peu l'objectif là, du Reclaim Oracle, de pouvoir identifier en fait le senti. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer comme dernier exemple d'oracle. Et voilà. Alors, avant de conclure sur les oracles, j'ai envie de vous montrer le premier oracle, en fait le plus ancien que l'on a entre les mains et qui est dans les collections du British Museum. Il s'agit du Hooper's Conversational Cards. Et en fait, pourquoi ça s'appelait Conversational Cards? C'est parce que c'était utilisé, oui, pour la divination, mais aussi pour un jeu qui consistait à construire une histoire. Et le tout se passait comme ceci, c'est-à-dire que la personne pigeait une carte qui était la base pour débuter le récit. Et le participant suivant pigeait une autre carte et l'histoire se construisait petit à petit. Ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est qu'on a déjà la carte qui représente la femme et celle qui représente l'homme. Deux cartes que l'on va retrouver dans l'oracle Béline et dans d'autres jeux également. Donc, on voit que c'est un concept qui s'est poursuivi. On a deux hypothèses en fait sur l'utilisation de ces cartes. Elles pourraient, dans le jeu de conversation dont je parlais tout à l'heure, représenter la personne qui pige la carte, donc qui fait le récit, mais pourrait représenter aussi le personnage autour duquel se construit l'histoire. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la cartomancie, l'homme et la femme, en termes de cartes, représentaient souvent le consultant. Maintenant que nous avons analysé les différents types de jeux de référence, attaquons-nous à deux jeux un peu particuliers, à savoir le jeu de Mademoiselle Lenormand, dit le Grand Lenormand, ainsi que le Petit Lenormand, qui sont deux jeux très différents et qui peuvent sembler difficiles à classer. Mais avec les critères que l'on s'est donnés précédemment, je crois qu'il est possible de relever le défi. Débutons donc par le Grand Lenormand, nommé en référence à la célèbre voyante Marie-Anne Lenormand, qui a fait carrière durant la Révolution française. C'est une figure de la cartomancie qui mériterait une émission à elle seule, alors je ne m'aventurerai pas à en faire la biographie ici. Mais précisons que ce jeu est paru en 1845, soit 2 ans après sa mort, et il a été édité en France par Grimaud. Ce jeu n'a jamais été utilisé par Mademoiselle Lenormand qui utilisait plusieurs méthodes de divination, dont bien sûr celle des cartes, mais on en sait peu sur sa manière de les utiliser. Et donc, il est très peu probable que ce jeu soit inspiré d'une quelconque façon de la pratique de Mademoiselle Lenormand. Grimaud a probablement profité en fait de la célébrité de la demoiselle pour vendre le jeu. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins un jeu fort intéressant et assez particulier. Il est en effet constitué de 54 cartes qui présentent, en plus des cartes aux enseignes françaises, de nombreuses autres images et symboles, en plus de la carte de la femme et de l'homme que nous avons vus dans les oracles précédents. Alors, regardons plus précisément les différents éléments que l'on retrouve sur une carte. Donc, comme je le disais précédemment, on retrouve la reproduction de la carte à jouer avec les enseignes françaises, qui nous indique que le Grand Lenormand se classe donc dans la catégorie des jeux de cartes de type standard dédiés à la cartomancie. Mais on a ajouté d'autres éléments. Alors, on retrouve toujours une constellation complètement en haut qui crée alors, en ce sens, un lien avec l'astrologie.
On a aussi une lettre qui fait référence à un alphabet chiffré que l'on appelait en fait la méthode de Pythagore, la roue de Pythagore. Donc, c'est vraiment une méthode de divination qui est proposée à l'aide de cette roue en référence. Ensuite, on a les petits points qui sont en réalité une méthode de divination également qui s'appelle la géomancie. Alors, c'est fondé sur l'analyse des figures là, qui sont composées par la combinaison de 4 points simples ou doubles. Donc, c'est toute une technique en soi. On a souvent une scène qui représente soit des scènes alchimiques dans ce cas-ci, mais parfois c'est mythologique. Donc, il y a différents types de scènes. C'est comme l'image centrale, si on peut dire. Et au bas de la carte, on a 3 éléments. Donc, un sujet à gauche, un ensemble floral au centre et un autre sujet à droite. Donc, l'ajout de ces éléments aux enseignes des cartes à jouer nous permettent de décrire en fait le Grand Lenormand comme un hybride entre la catégorie des cartes à jouer standards et les oracles. Okay? Donc, c'est vraiment ici une évolution de la carte à jouer dédiée à la cartomancie qui intègre une partie des caractéristiques des oracles. Examinons maintenant le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, c'est un jeu aussi qui est paru 1 an après le Grand Lenormand, mais qui a peu à voir avec le Grand Lenormand, justement. Il descend en fait du jeu de l'espérance, dont vous voyez une reproduction ici, qui a été créé par Johann Caspar Echtel en 1779. Il s'agit en fait d'un jeu similaire au jeu de loi. Donc, on peut le voir un petit peu comme un jeu de course, mais dont la planche pour jouer serait remplacée par des cartes. Donc, après la mort de Mademoiselle Lenormand, on pourrait dire qu'on a concocté le petit Lenormand et pour ce faire, on s'est donc inspiré du jeu de l'espérance de Johann Caspar Echtel. Et on a aussi probablement intégré différentes images de différents jeux de cartes produits dans différentes régions depuis le début du 18e siècle. Et on a ajouté évidemment le nom de Mademoiselle Lenormand à l'ensemble pour lui donner la popularité et c'est ainsi qu'on a obtenu le jeu du Petit Lenormand. Donc, c'est un jeu de cartomancie qui est constitué de 36 cartes et qui ont les caractéristiques suivantes. Donc, c'est un jeu qui a effectivement des enseignes françaises, comme on peut le voir, et on a une numérotation qui permet de les placer en séquence, et on a une image qui est symbolique au centre de la carte. On a aussi différents thèmes en fait qui sont établis pour le petit Lenormand, dont j'ai indiqué ici la liste. Alors, on a vraiment toujours ces ensembles de thèmes dans le même ordre. Et j'attire votre attention sur le numéro 28 et 29 où on retrouve encore une fois la figure du gentleman et de la dame. Ce jeu du Petit Lenormand va demeurer très populaire en France, beaucoup plus en fait que le Grand Lenormand. Et donc, il va inspirer entre autres aux États-Unis le Gypsy Witch qui est le plus populaire aux États-Unis. Donc, c'est un exemple de ces différents jeux qui sont proposés et qui s'inspirent du Petit Lenormand. D'ailleurs, pour ce qui est de sa catégorisation, tout comme le Grand Lenormand, je l'évalue comme une hybridation entre les cartes à jouer standards et les oracles, mais parce qu'il est devenu une référence en soi, on pourrait dire qu'il constitue une sous-catégorie en lui-même.
Finalement, il est à noter que le système d'interprétation des cartes réfère au système d'interprétation allemand pour la cartomancie, alors que le grand Lenormand est plutôt de l'école française. Selon l'une ou l'autre des écoles, il faut comprendre que les enseignes ne réfèrent pas à la même signification, même si ce sont des enseignes françaises dans les deux cas. Et donc, les cartes peuvent changer d'interprétation, de signification, d'où l'importance d'identifier l'école que l'on va adopter. Avant de conclure sur le petit Lenormand, j'aimerais vous montrer un autre jeu qui est inspiré de ce dernier et qui est très contemporain. Alors, je vous présente Clear the Deck, qui est un jeu inspiré du Petit Lenormand et qui est créé par Anouk Zana. Et ce Petit Lenormand est inspiré du monde de la piraterie. Alors, c'est un jeu contemporain qui est vraiment intéressant parce qu'on peut voir comment, à partir d'un modèle de base, on peut aussi apporter vraiment notre propre univers. Alors, tout d'abord, lorsqu'on observe les cartes qui sont proposées, ici, on a une première série de ces cartes. On observe que la numérotation correspond au Petit Lenormand. L'image pour chaque numéro ainsi que l'identification de la couleur, donc de l'enseigne de carte française, tout cela correspond là, avec le Petit Lenormand. Par contre, on a 3 scénarios possibles pour ce qui est de la représentation des images, de la symbolique. Le premier scénario, c'est une image qui est pratiquement semblable à l'image du Petit Lenormand. Donc, le meilleur exemple ici serait la carte du vaisseau qui représente évidemment celle du bateau. Donc, c'est vraiment un bon exemple de similitude. Le deuxième scénario, c'est un concept qui est pratiquement le même que la carte de base Lenormand, mais qui a été adapté à l'univers du pirate. Donc, on pourrait prendre, par exemple, la carte de la taverne qui est proposée pour la carte de la maison. Le troisième scénario, c'est que le concept, la signification de fond de la carte est la même, mais l'image, la symbolique proposée est complètement différente. Donc, je vous donne l'exemple de la lettre de marque qui est vraiment différente de la carte du lys, mais lorsqu'on consulte le petit livret qui est fourni pour pouvoir bien interpréter le jeu, on va comprendre qu'il y a un lien entre la fleur de lys qui apparaît sur la lettre de marque et la carte du lys du Petit Lenormand. Là, je ne vous ferai pas l'historique parce que je ne veux pas vous vendre le punch. Donc, c'est ça qui est intéressant à découvrir aussi, c'est la réflexion la réflexion de fond, la recherche qui a été faite et donc de découvrir tous ces liens. Donc ça, ce sont les petites différences qu'il peut y avoir en termes de représentation des concepts, mais toujours en respectant quand même la symbolique et les positions des cartes. Ensuite, ce qui fait que ce jeu est très contemporain, c'est qu'il est très inclusif. Si je reviens en arrière, on a la carte du matelotage qui est ici représentée par deux pirates qui font un bras de fer. Et donc, le matelotage, là, qui est un concept, comme nous l'explique Anouk, dans le petit livret, qui est un concept qui fait référence au mariage homosexuel qui était accepté dans le monde de la piraterie.
Et donc, on comprend ici que on va inclure aussi tout ce qui est de l'égalité des races, puisque le bras d'un des pirates a la peau noire et l'autre a la peau blanche. Également, pour ce qui est des genres, les cartes typiques de la femme et de l'homme sont remplacées ici par des cartes qui n'offrent pas dès le départ un genre, c'est-à-dire le pirate et le loup des mers. L'autre élément que je veux attirer à votre attention, c'est que en plus des 36 cartes de base du Petit Lenormand, il y a la proposition de 3 cartes alternatives, donc la bougie, le requin et le journal de bord, qui peuvent être en fait qui peuvent remplacer la bougie éteinte. Pour ce qui est du requin, la carte de la baleine et le journal de bord version fermée et version ouverte. Donc, ce sont des alternatives qui sont proposées. On a aussi 4 cartes à la toute fin qui sont vraiment des bonus. Donc, la planche, le chat, le kraken et le canon. Alors, c'est un jeu qui, de toute évidence, prend ses racines dans le Petit Lenormand, mais par le fait du processus de création qui vient colorer l'univers du Petit Lenormand par celui de la piraterie, ainsi que l'ajout de cartes, et de cartes alternatives, de cartes bonus. Donc, tout ça, c'est, je trouve, un bon exemple de l'évolution qu'on peut observer dans les jeux de cartes, que ce soit au niveau des oracles, des cartes à jouer standards ou des tarots. Ce qui est important, c'est de bien comprendre à quelle base de jeu s'affilie la proposition du créateur pour nous aider là, dans l'interprétation et l'utilisation du jeu de cartes comme tel. Et donc, ici, c'est vraiment un exemple. Alors, le Clear the Deck Lenormand de Anouk Zana. Maintenant que l'on a exploré l'ensemble des différents types ou catégories de jeux de cartes qui nous sont proposés aujourd'hui, je souhaite faire une petite synthèse avec vous. Je vous propose donc ce tableau qui rassemble les différents critères, en fait, qui décrivent chacune de ces catégories que je vous ai proposées. Donc, la première colonne résume un peu le système ou la hiérarchie là, qui va vraiment définir la catégorie. Ensuite, on va regarder les variantes qui n'altèrent pas la nature du jeu. Pour chacun des types de cartes. Et finalement, pour ce qui est des usages, ce n'est pas complet, mais c'est une introduction, je dirais, à l'exploration des usages et des pratiques qui peuvent être réservées à chacun de ces types de cartes. Donc, éventuellement, on pourra peut-être réserver une émission à l'exploration de ces différents concepts. Mais ici, j'ai quand même commencé à explorer un petit peu cette idée de quels sont les usages ou en tout cas les domaines où on peut investir ces types de jeux de cartes. Donc, pour ce qui est des cartes à jouer traditionnelles, je rappelle que le jeu de piquet est notre référent et on a notre système ou hiérarchie de base. La variante, je pense qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est peut-être les symboles qui sont utilisés pour les 4 couleurs selon l'origine, le pays d'origine ou la région d'origine. Les figures aussi vont être différentes selon ces origines. Le nombre de cartes numérotées qui va être utilisé. Et pour la cartomancie, on a parlé du fait qu'il y avait 2 systèmes d'interprétation, donc le système français et le système allemand.
Donc, évidemment, les significations des cartes ne seront pas nécessairement les mêmes. C'est important d'identifier à quel système s'affilie le créateur. Et j'ai indiqué comme sous-système le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et le petit Lenormand. On a précédemment identifié que ces deux jeux se basaient sur les caractéristiques des cartes à jouer traditionnelles pour la cartomancie, avec une petite évolution, ou en tout cas une hybridation vers l'oracle. Mais quand on regarde les usages, bien sûr, des jeux de cartes traditionnels, on a les jeux d'argent et de hasard qui sont évidemment la raison d'être de ces jeux de cartes à la base. La cartomancie, donc tout ce qui relève de la divination à l'aide des jeux de cartes. Et pour ce qui est du développement personnel, coaching, thérapie, je me suis permise de l'inscrire, mais je crois qu'on peut, sans hésiter, attribuer ces usages plus au sous-système du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et du Le Petit Lenormand, en raison probablement de son hybridation, de leur hybridation avec les caractéristiques des oracles, et non en raison de leur origine qui se réfère plus aux cartes à jouer traditionnelles. Ensuite, on a les cartes à jouer au jeu de tarot. Donc, c'est important de bien les distinguer des cartes de tarot pour la cartomancie. Et évidemment, ces jeux sont réservés à ce jeu de levée qui est le tarot comme tel. Ensuite, les cartes de tarot comme telles, on a parlé évidemment des 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures, de nos 4 couleurs. Et pour chacune de nos arcanes numérotées de 1 à 10, on a les cartes de la cour valet, cavalier, reine, roi. Donc, c'est notre système de base et nos variantes, donc École de Marseille, École Rider-Waite-Smith, École de Thoth. Et là, on peut retrouver de l'hybridation entre les différentes caractéristiques des écoles. Donc ça, la créativité est ouverte là, pour ce qui est des tarots qui nous sont proposés aujourd'hui. Tous les symboles qui sont utilisés pour représenter nos cas de suite, l'ajout de personnages, objets ou scènes, le fait de numéroter les cartes, d'indiquer le titre, le nom des cartes, à la fois sur les majeurs et sur les mineurs. Donc, c'est toutes des variantes que vous pouvez rencontrer. Et les usages, donc on parle évidemment de la cartomancie, divination, du développement personnel, coaching, thérapie, de l'occultisme aussi, puisque les cartes de tarot ont été utilisées par les occultistes pour ce qui est de la quête initiatique, donc l'utilisation du langage symbolique qu'on insérait dans les cartes pour pouvoir documenter un message qui serait réservé aux initiés. Et il y a aussi tout ce qui est de l'inspiration artistique et littéraire. Et finalement, les oracles. Donc, on sait que les oracles ne proposent aucun système particulier ou présentent un système qui est spécifique au créateur. Ensuite, toutes les variantes sont possibles. Et il y a par contre le sous-système que représente l'oracle Béline, puisqu'il a été repris pour pouvoir créer des jeux plus contemporains. Donc, il représente une référence en soi, ce qui veut dire que si on inscrit Béline dans le titre de notre oracle, c'est qu'on récupère le système, donc on doit reproduire le système proposé par Béline. Et donc, pour ce qui est des usages, alors c'est assez semblable aux cartes de tarot, si ce n'est que pour ce qui est de l'occultisme, je ne dis pas de façon ferme que les oracles n'ont pas été utilisés par les occultistes pour ce qui est de la quête initiatique, mais si c'est le cas, en tout cas, ce n'est pas la majorité.
c'est certain. Donc, ce sera peut-être à explorer. En général, c'est vraiment les tarots qui étaient créés par les occultistes pour documenter donc les messages, cacher les messages qui étaient supposés transmettre une connaissance ésotérique. Donc, voilà pour ce qui est des oracles. C'est ce qui conclut cette émission en 2 parties qui avaient pour but d'explorer les différents jeux de cartes qui sont en usage aujourd'hui pour pouvoir mieux les distinguer les uns des autres et en comprendre les caractéristiques. Bien entendu, vous êtes libre d'adopter ou de modifier la grille de lecture que je vous ai proposée. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez trouvé le tout instructif et je vous remercie de vous être prêté au jeu. À bientôt pour une autre émission sur la chaîne Les Dessous du Tarot.